Bonjour, ici le professeur Jean Chou de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Nous allons parler aujourd'hui des tests diagnostiques pour l'infection à COVID-19, donc le coronavirus 2019, dû à un agent infectieux viral qui est le SARS-CoV-2. Pour l'abréviation Severe Acute Respiratory Syndrome COVID Coronavirus 2. Donc, voici de quoi nous allons parler aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons parler de PCR, Polymerase Chain Reaction, nous allons parler de scanner, nous allons parler de sérologie et pour terminer, on va parler de la validité des tests diagnostiques. Alors cette diapositive était prise du site Johns Hopkins le 2 mai 2020. Il y avait plus de 3 400 000 personnes contaminées à l'échelle mondiale. Et en date d'aujourd'hui, nous sommes le 17 mai à un peu moins de 5 millions. Donc vous voyez qu'en moins de 15 jours, le nombre d'infections a significativement augmenté, avec actuellement un peu plus de 300 000 décès. L'infection à SARS-CoV-2, qui donne la maladie appelée COVID-19, se manifeste par des symptômes. Mais avant les symptômes, il y a la phase d'incubation qui peut durer de 2 à 14 jours, en médiane de 5 jours. C'est la phase où le virus se multiplie dans la gorge, dans les voies respiratoires, avant de se manifester sur le plan clinique. Et lorsque les symptômes apparaissent, la fièvre, la toux, la fatigue, les douleurs musculaires, la diarrhée, la perte de l'odorat, la perte du goût vont apparaître progressivement. Et comme on peut le voir sur ce graphique, parfois l'atteinte respiratoire va donner une gêne, un essoufflement qui est présent dans certains patients et pouvant conduire jusqu'à la réanimation. On peut voir qu'environ 5% des patients symptomatiques vont justifier une assistance respiratoire et au total 14% environ vont avoir une forme qui est un peu plus sévère. Donc les tests diagnostiques vont pouvoir donner la confirmation de l'infection dépendant un petit peu de quel moment donné le test est fait. Donc si on fait le test dans une phase où le patient est asymptomatique, on peut retrouver le virus dans les sécrétions nasopharyngées par l'analyse de PCR. Si on fait le test lorsque l'individu a une atteinte respiratoire, on peut voir qu'effectivement, le scanner pourra apporter des choses, bien que dans certains cas, le test de PCR pourrait être négatif. Et si on fait le test après la phase de guérison, les tests peuvent être négatifs pour les tests respiratoires ou pour le scanner, mais positifs pour les tests sérologiques. Donc, c'est important de prendre en compte le moment de l'évolution de la maladie pour l'interprétation des résultats des tests. Voici donc de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, le premier test dont on va parler, c'est le test de détection de l'ARN du virus par la méthode de PCR qui est faite par un prélèvement à travers un écouvillonnage du nez et de la gorge. Deuxième test, ça va être la sérologie par une prise de sang et troisième test, le scanner thoracique. Premier test, donc la recherche de l'ARN du virus. Donc ce test se fait par un soignant, donc souvent c'est un médecin, une infirmière, un inhalothérapeute, et ce test-là peut se faire dans un centre hospitalier ou même se faire dans des structures de soins qui sont à proximité du lieu de vie des patients. On a même vu des tests qui peuvent se faire au chevet, au volant de la voiture. Et pour la méthode du test, c'est assez important pour le soignant, celui qui fait le test, de se protéger. Et la procédure en elle-même, donc le patient qui est suspect, comme on le voit ici, il a un masque et on va lui demander d'ôter son masque lorsqu'on est déjà protégé.
et on va lui demander de se moucher pour essayer d'enlever les sécrétions immédiates dans le nez. Et puis positionner la tête pour permettre au test qui va aller chercher en arrière de la gorge par cet écouvillon qu'on voit ici sur l'image, cet écouvillon blanc. On va l'enfoncer dans la gorge et puis on va tourner un petit peu pour frotter. Il faut qu'il soit vraiment au fond de la gorge, comme on va le voir ici. Ça touche l'arrière de la gorge pour que ce soit le plus efficace possible. Donc si on le fait juste à proximité, ça peut être faux négatif. Ici on peut voir sur cette image que ça touche vraiment à l'arrière de la gorge. C'est un test qui n'est pas forcément très agréable, mais qui est utile pour le diagnostic. C'est le tout premier test qui a été mis sur pied pour la détection du virus. Donc lorsqu'on fait le test, on frotte, on tourne et puis ensuite on retire. Parfois on peut faire aussi dans la bouche pour aller chercher aussi en arrière-gorge. Après avoir fait ce prélèvement, on va ensuite le mettre dans un petit flacon qui est ensuite protégé pour être analysé au laboratoire. Alors, ça c'est le test qui est fait de façon assez répandue dans tous les pays qui ont des cas de Covid. C'est le premier test qui est utilisé. La technique d'analyse repose sur ce qu'on appelle la PCR, donc c'est une méthode d'analyse polymerase chain reaction qui permet de voir l'ARN du virus, de l'amplifier et de voir comment il est présent dans ses sécrétions. Cette technique-là peut prendre jusqu'à 24-48 heures selon les centres, mais il y a des méthodes qui peuvent le rendre en 1 à 2 heures. Et on a tout récemment vu une autre méthode qui permet d'avoir les résultats du test dans la demi-heure avec un système d'un boîtier qui est actuellement fait par une compagnie canadienne qui permet de rendre le résultat très très rapide. Et comme on peut le voir avec ce boîtier, il serait possible d'avoir le test fait dans différents lieux, dans les écoles, dans les hôtels, dans différents lieux de vie, les aéroports, etc. Donc cette compagnie a actuellement le produit qui est en cours d'évaluation, mais qui a déjà été approuvé par Santé Canada, bien qu'il y ait eu récemment un rappel de kit, mais ça reste une des pistes importantes et intéressantes pour le rendu des résultats rapides. Nous, en centre hospitalier, on a des situations où on peut avoir le test rendu dans les 2 heures, surtout dans un contexte important chez un patient, par exemple, qui doit aller au bloc opératoire, où on va avoir le résultat rapidement. Donc, c'est la première façon de poser le diagnostic d'infection à COVID-19, donc par l'identification de l'ARN du SARS-CoV-2. Ensuite, deuxième méthode, c'est les tests sérologiques. Alors, les tests sérologiques, c'est une méthode qui est intéressante dans le contexte où on pourrait avoir une prise de sang qui est faite et c'est un peu moins invasif qu'aller chatouiller dans le nez, même si on sait que effectivement la plupart de ces tests sanguins demandent à être validés. Il y a des kits qui sont disponibles. Mais avant de parler de la validation, on va parler un petit peu de comment le corps réagit dans une situation contre une infection, un agent infectieux, qu'il soit bactérien ou viral. On va parler un peu d'immunité. Le concept de l'immunité peut être de deux types. Il y a l'immunité acquise qui peut être active et qui peut être passif. L'immunité acquise, c'est celle qui survient après la naissance, donc on l'acquiert pendant les années d'existence. Et cette immunité active, à gauche ici, peut être naturelle, donc c'est le corps lui-même qui va produire des anticorps contre l'infection. Donc cette immunité naturelle, donc c'est la production des anticorps qui commence à apparaître quelques jours après le contact avec l'agent infectieux. Ensuite, il y a l'immunité qui peut être artificielle, qui est une immunité lorsqu'on va faire un vaccin. Donc, on va donner au corps un pseudo-agent infectieux. L'agent qui est présent dans le vaccin va déclencher au sein du corps un processus pour lui donner le sentiment qu'il va lutter contre cet agent infectieux et donc fabriquer lui-même ses propres anticorps. Ça, c'est tout ce qui concerne l'immunité active. Ensuite, il y a l'immunité passive, qui est cette fois-ci quelque chose qui peut apparaître de deux façons. L'immunité passive naturelle, on le voit par exemple lorsqu'on est allaité, donc à travers le lait maternel, il y a passage d'anticorps qui permet à ces nourrissons
d'être un peu plus armé contre les infections dans les premières années de vie. Ensuite, il y a une forme d'immunité passive qui est celui qu'on observe avec l'administration de plasma qui contient des anticorps, donc des immunoglobulines, qui sont souvent pris de patients qui ont guéri d'un agent infectieux. Et on le voit pour ce qui est du COVID-19, on parle de plasma convalescent. Il y a une étude en cours au Canada pour voir comment ce plasma pourrait aider les personnes qui sont malades en utilisant donc le plasma des personnes guéries. Alors on parle donc dans ce contexte de réaction du corps contre l'agent infectieux de la production d'immunoglobulines. Les immunoglobulines sont des protéines qui sont produites en réponse à l'infection par un agent qui peut être viral ou bactérien. Et en particulier pour ce qui est de COVID-19, donc le SARS-CoV-2, la production d'immunoglobulines est souvent de deux types, le IgM et le IgG. Classiquement, le IgM, ce sont des immunoglobulines qui sont beaucoup plus précoces, qui apparaissent plus rapidement après un agent infectieux. Et le IgG apparaît un peu plus en décalage. Dans le cas du COVID-19, il y a des études qui commencent à être publiées. J'en ai sélectionné une qui a été faite dans une cohorte en Chine où les auteurs ont analysé pendant plusieurs jours les plasmas par des prélèvements sanguins de personnes qui avaient été diagnostiquées par la méthode de PCR, donc des vrais malades infectés par le COVID-19. Et ce qu'ils ont observé, c'est que sur cette diapo ici en bas à gauche, on peut voir qu'après l'infection, jusqu'au 5e jour, il n'y a pas du tout d'anticorps. À partir du 7e jour, apparaissent les anticorps qui vont monter. En bleu, ici, ce sont les IgM et en rouge, ce sont les IgG. Et on peut voir que ces anticorps vont augmenter au fil du temps, puis atteindre un plateau vers la 3e semaine. Et les deux évoluent quasiment en parallèle. Il n'y a pas le décalage qu'on observe souvent dans d'autres cadres infectieux. Et après avoir fait cette phase de stabilisation, il y aura une décroissance. Et la question actuelle qui se pose, c'est quelle est la durée de cette présence, notamment des IgG, qui théoriquement, pour protéger l'individu de façon durable, devrait persister pendant de nombreuses années. Mais comme on le sait, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à cet agent infectieux, le SARS-CoV-2, et on espère que les IgG vont rester longtemps pour donner une immunité durable à l'individu. Donc d'autres études sont en cours pour essayer d'évaluer la présence de ces anticorps, mais ce qui est important, c'est aussi la méthode d'analyse, puisque lorsqu'on prélève le sang, il y a ensuite une méthode d'analyse qui est utilisée, et c'est cette méthode qui doit être validée contre une référence. Et on sait que dans certaines études, la sensibilité et la spécificité ne sont pas très élevées pour ces kits d'anticorps, et c'est important que chaque kit qui est mis sur pied soit validé avec un seuil. Donc on parle de cut-off. À partir d'une certaine valeur de taux d'anticorps, ça donnerait une bonne sensibilité, une bonne spécificité. On en parlera un peu plus loin. Troisième méthode diagnostique, c'est le scanner. Donc le scanner, c'est un outil radiologique qui permet d'évaluer des aspects internes du corps humain. Et c'est assez intéressant parce que le scanner, c'est comme si on prenait une grande loupe et qu'on mettait sur nous et on allait voir l'organe jusqu'à sa profondeur. Et le scanner, dans le cadre de cette infection, permet de voir les poumons et de voir l'atteinte qui est présente. Sur l'image-ci, on voit en particulier toutes ces zones blanchâtres. Le poumon, normalement, dans une situation de poumon sain, a un aspect noir qui est manifeste par la présence de l'air. Donc l'air est visualisé sous un format noir. Et tout ce qui est avec présence de liquide ou présence de solides comme les os, c'est visualisé avec un aspect blanc. Donc on peut repérer ici la silhouette du cœur, on peut voir ici la colonne vertébrale, on peut voir ici les côtes tout autour. Et puis un peu plus en dehors des côtes, c'est tout le tissu, les muscles, la graisse, tout ce qui entoure le corps. On peut voir donc une gamme qui varie du noir au gris jusqu'au blanc, dépendant de la tonalité
de l'organe en cause. Donc, dans le cadre de l'infection, ce qu'on voit, ce sont ces taches blanchâtres au niveau des poumons qui sont aussi finalement assez évocateurs en aspect de verre dépoli. Et on utilise dans quelques cas ce test parce qu'il y a des patients qui peuvent avoir des faux négatifs des prélèvements nasaux et avoir des symptômes évocateurs de cette infection qui sont confirmés par le scanner. Le scanner est aussi utile pour voir les vaisseaux parce qu'autour des alvéoles pulmonaires, il y a les vaisseaux qui circulent. Ce sont ces vaisseaux qui permettent au corps humain, par le passage de l'air qu'on respire, ces vaisseaux vont conduire le sang qui est oxygéné vers les tissus, vers les organes et permettre au corps de bien fonctionner. Donc lorsqu'il y a une obstruction de ces vaisseaux, on parle à ce moment-là d'un embolie pulmonaire et ça donne une gêne au niveau de la respiration et une gêne au niveau de l'état d'oxygénation des organes. On peut avoir en dehors du poumon d'autres atteintes qui peuvent être présentes. Là aussi, dans le cas de cette infection, on a pu démontrer que l'atteinte des vaisseaux, les petites capillaires qui sont présentes avec des caillots, peut toucher d'autres organes. Et il y a une étude qui a été faite avec des autopsies de patients qui montrait qu'il y avait la présence d'atteinte de plusieurs organes comme les reins ou le foie. En particulier, ils ont pu identifier la présence du virus qui est circulant dans certains organes. Donc ça, c'est un élément important aussi à savoir. Donc tous ces tests dont j'ai parlé là reposent sur la question de fiabilité, de validité. Pour donner un diagnostic en médecine, on doit avoir un maximum de fiabilité, de validité pour avoir un diagnostic qui est confortable parce que derrière un diagnostic, il y a le traitement. Lorsqu'on parle de fiabilité d'un test, on parle de plusieurs choses. Il y a la sensibilité, il y a la spécificité, il y a les faux négatifs et il y a les faux positifs. Ici, sur ce tableau, on peut voir que lorsque la maladie est présente et que le test est positif, on parle de vrai positif. Donc, ça, c'est un test qui permet de bien confirmer que la maladie est là et donc c'est assez adéquat. Si la maladie est présente et que le test est négatif, à ce moment-là, on va dire que le test a donné un faux négatif. Donc la maladie était là, mais le test n'a pas su le détecter. À droite, la maladie est absente et le test est positif. Ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que le test a diagnostiqué par erreur une maladie qui n'était pas présente. Donc c'est un faux positif du test. Et on n'aime pas en général avoir ça puisque on pourrait traiter à tort des personnes qui ne sont pas en réalité malades. Et à droite, en bas, donc un test qui est négatif alors que la maladie est absente, c'est un vrai négatif et effectivement, on aime bien un test qui permet de discriminer, de reconnaître des gens qui ne sont pas malades en donnant l'absence de diagnostic pour eux. Donc ça, c'est un bon scénario. Donc, on voit qu'à partir de ce tableau, on va avoir 4 éléments qui sont importants. On va parler de la sensibilité, on va parler de la spécificité, on va parler de la valeur prédictive positive et de la valeur prédictive négative. Donc la sensibilité, c'est quoi? Comme son nom le dit, le test est assez sensible pour détecter la maladie. Donc c'est la probabilité d'être testé positif lorsqu'on est malade. Donc ça veut dire qu'on a la maladie, le test réussit à la détecter, donc il est assez sensible. Donc sur le graphique, le tableau qu'on a vu précédemment, on pourrait calculer ça par le rapport de A sur A plus C, A étant la proportion des personnes qui avaient un test positif et dont la maladie était présente, et C étant ceux qui étaient considérés comme des faux négatifs. Et à partir de ce rapport, on a une sensibilité qui, en général, on veut qu'elle se rapproche de 100%. C'est rare qu'on ait des tests 100%. Déjà 95, 98%, 99%, c'est des tests qui sont assez intéressants. Ça, c'est le premier. Ensuite, la spécificité, elle, se traduit par la capacité d'un test à classer correctement un individu sain. Donc, ça veut dire que le test peut permettre de dire, toi, tu n'es pas du tout malade, j'ai fait le test et tu es indemne de la maladie. Donc, si le test est réalisé et qui montre effectivement que c'est vraiment spécifique
pour diagnostiquer telle maladie, à ce moment-là, il y aura très peu de faux négatifs parce que à partir de là, on aura des tests qui vont permettre d'identifier des gens qui sont vraiment malades. Donc, on aura, s'il est positif ce test, on pourra à partir de là dire que effectivement, il est vraiment dû au fait que la maladie est présente. Donc, cette spécificité va être calculée à partir de la valeur A qui correspond à la quantité de personnes qui sont malades avec un test positif divisé par la somme de A et C. Donc cette somme-là se traduit par tous ceux qui ont la maladie. Donc si on a un test très spécifique, on va aussi être intéressé par un test dont la spécificité se rapproche de 100%. Là encore, c'est rare d'avoir 100%, 95, 98, 99%. Donc si un test a une spécificité faible, ça traduit quoi? Ça traduit qu'on peut avoir beaucoup de faux positifs parce que on peut avoir des gens qui ont, par exemple, un autre virus et le test donne le résultat positif. Donc la spécificité faible est effectivement quelque chose qui peut inquiéter à tort parce que la personne n'étant pas vraiment malade, on lui donne un diagnostic de maladie. Ensuite, la valeur prédictive positive, c'est finalement la probabilité que le test va donner, lorsqu'il est positif, le diagnostic. Donc, cette valeur-là, on voudrait qu'elle se rapproche de 100%. Et la valeur prédictive négative, c'est pour rassurer les gens, le test est négatif. À ce moment-là, on est quasiment sûr qu'il n'y a pas de maladie. Là aussi, on vise une cible de 100%. Donc, ces éléments sont importants. Chaque outil diagnostique va être mis dans ces algorithmes pour déterminer quelles sont leurs sensibilités et spécificités. Et ça dépend aussi finalement pour certains tests, notamment qui ont des valeurs numériques, ça dépend du seuil, du cutoff. Si on dit à partir de 10 sur une valeur qui peut aller jusqu'à 1000, plus que 10, on peut dire que c'est un cutoff. À partir de là, on va calculer la sensibilité, la spécificité. Si j'augmente mon cutoff à 20, donc si j'augmente mon seuil à 20, on peut voir que la sensibilité et la spécificité peuvent bouger. Donc c'est important, on va déterminer le seuil qui est le plus intéressant pour avoir à la fois une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Et tout ça permet de calculer ce qu'on appelle la courbe ROC, donc l'air sous la courbe, qui traduit finalement la fiabilité du test globalement. Plus cette R sous la courbe est proche de 1, plus effectivement on a un test qui est intéressant. Un élément qui est à prendre en compte dans tout ça, c'est la prévalence de la maladie. C'est sûr qu'on a vu beaucoup de choses par rapport à la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et négative. On peut voir que plus la prévalence est élevée, plus la valeur prédictive positive du test augmente aussi. Donc, lorsqu'on est dans un contexte de pandémie, la prévalence de la maladie bouge beaucoup. Au début, il n'y a pas beaucoup de cas. Et au fur et à mesure que l'épidémie avance, le nombre de cas évolue aussi. Donc, il faut tenir compte de cette prévalence de la maladie pour donner finalement l'interprétation sur la valeur prédictive positive pour les tests. Donc, je terminerai ici en disant que actuellement, donc en date d'aujourd'hui, on a 3 outils diagnostiques qui sont possibles. Premier outil, c'est la recherche de l'ARN, donc le virus lui-même, donc le capital génétique. Cet ARN se fait par la méthode de PCR sur un prélèvement de nez. Deuxième outil diagnostique, c'est le scanner pour rechercher des atteintes pulmonaires, à la fois des alvéoles, mais aussi des petits vaisseaux autour des poumons. Et troisième outil, c'est la sérologie, la présence dans le sang d'anticorps qui traduisent le contact passé avec le virus. Ça peut être un passé récent dans les 5-7 jours ou ça peut être un passé lointain quelques semaines auparavant. Et on espère que les personnes qui sont infectées auront une immunité durable et que ceux qui seront vaccinés pourront avoir aussi une immunité durable. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention.
Hello tout le monde, pour suivre la programmation Facebook Live Confiné et Actif, branchez-vous les lundis 17h Sciences et Technologies, 18h30 l'heure du conte, le mercredi 17h Art et Culture, 18h30 nous avons rendez-vous avec l'histoire, vendredi 17h Activité physique, 18h30 Jeux et concours. Confiné, connecté et actif, branchez-vous. Veux ta peau, protège-la, coûte que coûte, ne serre pas de mais, vas-y, coude, si tu tousses, c'est dans le coude, tape les mouchoirs à la poubelle. Y'a pas de purée, on se lave les mains, si tu suis les étapes et t'auras la vie belle.